toutes et à tous. J'ai une personne qui est connectée en mode téléphone, donc qui nous entend, mais qui probablement ne nous voit pas et qui n'est pas identifiée à mon niveau. Donc, je vous propose ce deuxième séminaire, ce deuxième webinaire dans la série des webinaires crise et transformation que nous avons lancé il y a 2 semaines. Ça a été lancé par un sondage qui vous a été adressé et dans lequel un certain nombre de thèmes ont été identifiés, soit comme réponse immédiate à la crise, soit comme élément de construction un peu plus profond, un peu plus stratégique sur le rebond après crise. Le premier séminaire, le webinaire d'aujourd'hui, nous allons le dédier à un thème très particulier qui est la gestion de portefeuille en temps de crise. Et pour être plus précis, quelles sont les clés pour décider sur un portefeuille de transformation en temps de crise et qu'est-ce que ça change? Pour cela, avec moi, il y a Michael Carduner que vous voyez qui est consultant expert de Daylight. Je suis moi-même Fadil Gemayel, je suis consultant expert et nous participons tous les deux au programme de recherche Aurore. C'est à ce titre-là d'ailleurs que nous vous proposons ce webinaire. J'aurais espéré que nous puissions interagir à l'oral, mais manifestement ça va être compliqué. Donc vous aurez la possibilité d'interagir avec nous, soit en écrivant des commentaires, et nous tâcherons bien entendu d'y répondre au mieux, soit en répondant à des petites enquêtes klaxon que Michael va vous présenter tout de suite. Donc, on va passer à la page suivante. Donc, l'agenda de ce webinaire est très simple. Il va se décliner en 3 parties. Première partie, c'est l'état de l'art, un rappel rapide de l'état de l'art sur comment on joue avec la priorisation dans un portefeuille en temps normal. La deuxième partie va prendre un peu plus de temps pour voir ce qui change de notre point de vue, de ce que nous avons constaté en temps de crise. Et le troisième temps, c'est quelques éléments, quelques pistes pour vous aider à adapter votre gestion de portefeuille à ce temps de crise. Voilà, je vais passer la main à Michael qui va entamer sur la première partie par une question. Oui, alors avant qu'on commence, enfin bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Avant qu'on commence en fait la partie sur les règles de l'art, je vais vous inviter en fait à répondre à une petite question. Vous avez dû recevoir très récemment en fait un lien par email. Il y a également le lien qui existe en fait dans la partie conversation de Zoom, une invitation à Klaxoon. Donc je vais partager l'écran de Klaxoon si je le trouve. Voilà. Alors ça c'est la conversation. J'espère que vous voyez tous bien. Je vais lancer la première question. La première question est assez simple, c'est savoir par rapport à la crise à la fois sanitaire et économique qui nous a frappé, savoir où est-ce que vous en êtes en fait de vos portefeuilles de transformation, avec une question assez simple. Donc je vous envoie l'invitation. Est-ce que tout le monde a bien reçu le lien et arrive à se connecter? Alors le lien Klaxoon, il est tout en début de la conversation pour ceux qui n'ont pas reçu. Sinon, je vous ai tous envoyé par email le lien. Donc, au tout début de la conversation, vous voyez HTTPS, app Klaxoon join CAF G9. Alors, pour avoir la conversation, en bas de l'écran de Zoom, vous avez un petit icône qui vous permet d'afficher la conversation. Est-ce que tout le monde a vu le
la question. Alors, vous avez la possibilité, en cliquant sur votre photo, de lever la main. Donc, vous avez 3 points à côté de votre photo. Vous pouvez lever la main pour signaler que vous avez une difficulté, que vous souhaitez prendre la parole. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer vos messages dans le bouton conversation qui est en bas de votre écran, au milieu. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions par l'outil questions-réponses qui est en bas de votre écran, à côté de votre icône de participation. Bon, on voit que le taux de remplissage approche à peu près 75%, 60-75%. On va avancer dans ce cas-là, Mickaël. Oui. Donc, je vous propose de clore la question et de voir les réponses. Donc, beaucoup d'entre vous ne se prononcent pas. Et pour vous, c'est en cours qui n'est pas une surprise, puisqu'il y a une urgence qui fait que forcément vous avez dû vous poser la question. Peu de personnes, a priori, ont terminé l'analyse. Bon, voilà. En tout cas, c'est en cours où certains d'entre vous ne se prononcent pas sur ce sujet. Je vais commencer donc la partie la première partie, en fait, qui est une partie pour qu'on puisse s'aligner tous ensemble sur les règles de l'art. Comment je voudrais bien. Voilà. Sur les règles de l'art en termes de management de portefeuille, de gestion de portefeuille, ce qu'on peut voir ou s'attendre à voir sur la gestion de portefeuille, et plus particulièrement au moment de la priorisation et de la prise de décision. Voilà, donc j'imagine que nous sommes tous d'accord que les portefeuilles voilà, contiennent des projets, des programmes, dont la raison d'être est de répondre à des objectifs stratégiques de l'organisation, tout en réalisant des bénéfices qui se produisent en général à la fin des projets. L'enjeu donc de la gestion de projet est donc de faire des bons projets pour l'organisation, dans une contrainte qui est majeure et qui est celle des ressources partagées par l'organisation dans sa globalité, puisque les ressources sont aussi partagées par les opérations. Donc des ressources qui sont limitées au sein de l'organisation. Alors, quand on va parler de ressources, on parlera de ressources au sens large. Donc, c'est à la fois les personnes, le capital humain, les ressources financières, tout ce qui est compétences, capacités organisationnelles, la technologie, les actifs physiques, les actifs incorporels. Pour répondre donc à cet enjeu de choisir les bons projets, c'est-à-dire d'aider les décideurs à sélectionner les bons projets, on va le plus souvent trouver en pratique, et aussi dans les référentiels internationaux sur le sujet, des modèles d'évaluation multicritères suivant 3 ou 4 axes que sont l'attractivité, est-ce que le projet va nous permettre d'obtenir des bénéfices en relation avec nos objectifs stratégiques en général. Ça peut être aussi le risque et ou la faisabilité. Quand je dis et ou la faisabilité, c'est que ça peut être soit le risque, soit la faisabilité sur le deuxième axe, soit un troisième axe de risque qui peut porter à la fois sur la faisabilité et l'attractivité. Troisième axe représentant les ressources nécessaires qui sont souvent symbolisées par une taille, par exemple, de bulle sur un graphe à 2 axes. Bon, il faut savoir que ces modèles sont souvent protéiformes. Au sein de Daylight, on a un certain nombre d'expériences en fait avec certains de nos clients et c'est rare qu'on voit toujours la même chose en termes de critères de priorisation, mais néanmoins on retrouve quand même ces axes le plus souvent. En termes de visualisation, en fait, qui va nous aider à aider les décideurs à choisir les projets, on va retrouver souvent ce type de représentation graphique où on va revoir les fameux axes, l'axe faisabilité,
l'axe attractivité et quand je dis faisabilité, c'est ou risque, éventuellement une troisième dimension qui peut être représentée par les couleurs. Et puis les ressources qui vont être représentées par la taille des bulles. On peut également faire varier les couleurs suivant les catégories de projets ou également, ça peut être aussi les domaines. L'idée étant que au-delà de la priorisation, il est important aussi d'équilibrer le portefeuille pour être sûr que les portefeuilles sont bien distribués au sein de l'organisation. Donc, il faut bien retenir aussi que ces modèles ne décident évidemment pas à la place du décideur et que le modèle ne doit lui servir qu'à y voir plus clair sur sa prise de décision. Alors, pour arriver en fait à ce type de représentation graphique, souvent on construit un modèle où chaque axe va être représenté par des critères. Donc là, on voit des critères, par exemple, sur l'attractivité, sur la faisabilité, sur les ressources. Ces modèles, en fait, représentés par les critères, il est de bonne pratique aussi de les prioriser, que ça représente la priorité, la priorisation que se font les décideurs sur ces différents critères, et puis donner une façon d'évaluer les projets au regard de ces critères, avec un barème qui permet en fait à la fin d'avoir une note, une évaluation pondérée qui va donner un score sur l'attractivité, un score sur la faisabilité et un score global de l'initiative qui va permettre à chaque initiative de se placer par rapport aux autres initiatives. Encore une fois, ces éléments ne sont qu'une aide pour le décideur. Et bien évidemment, à la fin, c'est pas le modèle qui décide, mais c'est bien le décideur. Alors, voilà en très résumé les règles de l'art. Je vais vous inviter maintenant à répondre à une autre question par rapport à ces modèles. Donc, on va revenir à Klaxoon. Et je vais lancer la deuxième question sur la méthode de priorisation. Voilà. Et donc, vous devez voir apparaître en fait sur vos interfaces Klaxoon la question qui porte sur vos pratiques en fait en termes de priorisation dans un portefeuille. Donc, pour ceux, encore une fois, qui n'auraient pas pu se connecter à Klaxoon, il y a un lien dans les conversations que vous pouvez copier-coller dans votre navigateur et arriver à l'interface Klaxoon. N'hésitez pas d'ailleurs pendant la présentation à lever la main ou à poser des questions s'il y a des éléments qui ne seraient pas clairs. Pour les personnes qui nous ont rejoints, vous avez la possibilité de poser des questions dans le bullet point questions-réponses que vous trouvez en bas de votre écran au milieu. Pardon. Michael, tu as une question de Séverine? Oui.
Alors, sur l'approche heuristique? alors moi, je vois surtout une question, une affirmation de Fabienne Hist sur la priorité aux projets réglementaires, aux projets dont le taux d'avancement atteint près de 90%. Alors, quelle est la question? Il s'agit là de modalités de réponse, sur les modalités de priorisation. C'est des réponses autres par rapport à la réponse qui a été donnée, aux réponses qui sont données en standard dans le questionnaire. Sachant que l'approche heuristique, Séverine, l'approche heuristique, c'est une approche on va dire par estimation d'expert. Heuristique, Voilà. ouais. Heuristique, c'est sans formalisation des critères, c'est-à-dire qu'on regarde les projets, on regarde ce qu'il y a dedans, les bénéfices qui sont censés produire, les ressources qu'ils ont, et sans critères qui soient formalisés ou priorisés, on dit celui-là, on préfère ce projet-là à celui-là. Donc alors heuristique, on fait souvent un parallèle avec l'évaluation au doigt mouillé, ce qui n'est pas péjoratif. Hein, l'heuristique permet aussi d'avoir des évaluations qui sont aussi justes que d'autres types d'évaluations. Mais mettre à plat les critères permet de... On passe à la suite, Michael. Oui. Donc je vais faire un peu mon gardien de temps. Oui, tout à fait. Donc, on va regarder les résultats. Et donc, on voit que une bonne majorité sont sur de la priorisation multicritère, puisqu'en fait, si on additionne la priorisation multicritère avec ou sans pondération, on obtient une très très large majorité de 3/4 de la population. Il y a quand même une partie qui est sur la priorisation monocritère. Alors, monocritère, ça peut être uniquement par exemple sur des ROI ou sur un seul axe. Et heuristique, c'est sans formalisation en fait, des critères. On décide, enfin l'ensemble des décideurs décident ensemble sur l'appréciation générale des projets. Merci beaucoup de ces réponses qui sont très intéressantes. Je propose qu'on poursuive sur notre présentation. Je propose qu'on attaque la partie. Voilà. Donc, on a brièvement vu comment, enfin, les règles de l'art et les règles de priorisation, je dirais, du portefeuille, hein, même si on pourrait évidemment en dire beaucoup plus. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans ce webinaire, c'est qu'est-ce qui change dans la prise de décision par rapport au contexte actuel de la crise et des problématiques associées. Donc, je vais laisser la parole à mon ami Fadi, hein, qui va nous présenter Merci, Michael. cette partie-là. Donc, si vous voulez, on va essayer d'aller droit au but. Fondamentalement, ce qui va changer en temps de crise, c'est deux facteurs. Le premier facteur, c'est on va avoir une incertitude et sur le contexte externe et que sur le contexte interne. Sur le contexte externe, au niveau des clients, de la mission éventuellement, etc., sur les fournisseurs, et interne sur la capacité à réaliser les projets et les programmes au niveau RH et au niveau finance. On va aussi avoir une incertitude sur les objectifs stratégiques même. En fonction de l'évolution de la crise, le management, le top management, qu'on soit dans du public, du semi-public ou du privé, va avoir des objectifs qui vont devenir plus prioritaires, des nouveaux objectifs qui vont naître, par exemple de répondre de façon instantanée à la crise ou de préparer le rebond, quels que soient les objectifs. Donc, on va avoir, si vous voulez, ces deux éléments importants qui vont percuter la gestion de portefeuille classique. Le premier, c'est l'incertitude élevée, et le deuxième, c'est une volatilité ou, dans tous les cas, une adaptation ou un changement dans les objectifs stratégiques et donc dans les critères de valorisation du portefeuille. Qu'est-ce que cela implique, si vous voulez? Cela implique à très court terme de sécuriser les opérations, ce qu'on va appeler la sécurisation tactique, c'est l'adaptation du portefeuille à court terme. Et cela va impliquer aussi le fait de créer et gérer, enfin, d'abord gérer proprement la marge, gérer proprement la réserve, mais ça implique de créer de la réserve pour permettre aux décideurs de l'engager au bon moment en fonction de l'adaptation du changement, soit du contexte, soit des objectifs. Et puis, la deuxième implication, normalement, le court terme est supposé être déjà derrière nous. Maintenant ça fait à peu près un mois que la crise s'est déclenchée,
mais ce n'est pas nécessairement le cas chez tous nos clients et les sondages qu'on a réalisés au début de cette discussion montrent que ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les entreprises aujourd'hui. Et après, de façon progressive, l'idée, c'est permettre à la gestion, de permettre aux décideurs d'aligner ces transformations de façon la plus fréquente possible. Et on va montrer pour cela le modèle de décision qu'on d'ajuster ou d'ajuster. Vous verrez qu'il n'y a rien de vraiment sorcier, on va juste renforcer certains aspects qu'on est supposé déjà faire. Je vous propose de passer, Michael, je te propose de passer au modèle cible, de passer à la première planche du modèle cible. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est incertitude, changement d'objectif, à court terme, sécurisé, et puis itérer de plus en plus vite. Alors, qu'est-ce que cela implique, si vous voulez? Quelques piliers de réponse. Nous vous proposons 4 piliers de réponse. Premier pilier, c'est il est fondamental pour le décideur de savoir sur quelle base il décide. Le décideur est capable de prendre n'importe quelle décision, quel que soit le niveau d'incertitude, du moment où, à minima, il sait ce qu'il ne sait pas. Donc, nous vous proposons de résister à la tentation d'ajuster la forme de la gestion de portefeuille telle qu'elle est actuellement. Pour être encore plus précis, si vous voulez rajouter un critère, Michael tout à l'heure vous proposera un critère à rajouter, on peut en rajouter d'autres. Si vous rajoutez des critères, faites-le sur un calque supplémentaire, c'est-à-dire afficher la représentation du portefeuille telle qu'elle était il y a 2 mois, telle qu'elle était il y a 3 mois, avec ses règles de décision, etc. Dites, compte tenu de la crise, nous vous proposons d'ajouter tel ou tel critère et on les met en surimposition sur les critères existants. Et à partir de là, progressivement, effectivement, on pourra intégrer des nouveaux critères, notamment par exemple sur les changements d'objectifs, sur l'axe de l'opportunité. Donc, ça, si vous voulez, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est un changement important, si vous voulez, c'est la fréquence à laquelle on fait tourner la boucle du portefeuille. D'habitude, on la fait tourner chez l'essentiel de nos clients, elle est dans le meilleur des cas une fois tous les 3 mois, voire une fois tous les 6 mois, voire une fois tous les ans. Quelques clients, quelques observations de terrain sont sur des itérations plus courtes, mais plutôt un ajustement qu'un équilibrage complet du portefeuille. Ce qu'on vous recommande en temps de crise, c'est de passer à la semaine, au plus, au pire, au mois. Troisième point, pas très sorcier, la partie stratégie, la jonction entre la gestion de portefeuille et la stratégie, la gestion de portefeuille et le système de gestion de l'entreprise. C'est des choses qu'on essaie de faire en temps normal, en temps de crise, c'est encore plus important parce qu'on a besoin de savoir à tout moment la ressource dont on dispose, la performance de ce qu'on est en train de tester, de mettre en place. Et de l'autre côté, comme les objectifs changent, on a beaucoup moins la latitude de dire je lance, c'est à peu près dans les objectifs de mon administration, de mon entreprise, et j'ajusterai plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Et à côté de ça, on doit gonfler l'équipe capable d'améliorer la gestion de portefeuille en termes de processus de management du portefeuille. Je donne un exemple très concret. La qualité de l'information qui remonte dans le portefeuille, en temps de crise, on est beaucoup moins tolérant sur cette qualité. On va demander aux personnes qui font les fiches projets, par exemple, ou les fiches initiatives, de se prononcer de façon beaucoup plus transparente, beaucoup plus honnête, et en même temps, on doit être capable de ne pas les sanctionner si l'on montre des informations qui déplaisent aux décideurs. Ce changement de mindset est fondamental avant le changement du process en tant que tel. Vous remarquerez que les points 2, les points 3 et les points 4 ne sont dans la réalité qu'une augmentation de l'agilité au niveau stratégique. D'accord? Mais l'idée, c'est de l'amener de façon progressive. On peut passer au transparent suivant, Michael? Donc, sur le transparent suivant, on va cliquer une deuxième fois. Donc, sur le transparent suivant, vous allez voir que vous allez retrouver vos petits. A priori, on est dans de la gestion de portefeuille classique. J'ai la prospective, la réflexion stratégique d'un côté, le système de gestion de l'autre qui vont alimenter les boucles d'équilibrage du portefeuille. On va analyser l'initiative en fonction de la stratégie et des moyens décidés. La seule chose qui va changer là, c'est qu'on va essayer de faire ça à boucle, comme l'a affiché Michael, à boucle plus courte, avec une première boucle un peu particulière. Je vais passer au transparent suivant. Donc avec une première boucle un peu particulière,
Et on fait un zoom sur cette première. Je vous épargne les suivantes parce que je pense que vous êtes tous des professionnels du management de portefeuille, donc vous voyez à peu près où on essaye de vous amener. Et j'essaie de gagner du temps pour laisser un peu plus de place à l'interactivité. Je vous propose d'essayer de répondre à 4 questions. Première question, c'est est-ce que je peux créer de la réserve? Quand j'attrape une initiative, est-ce que je peux créer de la réserve avec cette initiative-là? La deuxième question à laquelle, et pour être plus précis, qu'est-ce que ça veut dire créer de la réserve? Ça veut dire est-ce que je peux lancer plus tard l'initiative? Est-ce que je peux retarder l'initiative? Ou la deuxième que beaucoup de nos clients et nos observations terrain dans le cadre du programme de recherche ont fait, c'est est-ce que je peux geler tout simplement une transformation en cours? Je ne parle pas d'arrêter. Vous allez voir que l'aspect arrêté, on va traiter un peu plus loin. Vous allez dire, mais il y en a que je veux arrêter. Nous vous proposons de ne pas arrêter tout de suite. On va y arriver. Deuxième question, c'est est-ce que je dois décider vite? Sous-entendu, vous nous voyez venir. La première, c'est maximum création de réserve. En première itération, tout ce que je peux geler, je gèle. Tout ce que je peux éviter de lancer, j'évite de lancer. Toujours première itération. La deuxième, c'est est-ce que je dois décider rapidement du lancement ou de l'adaptation ou de l'arrêt d'une initiative? Le mot lancement ici est un peu abusif, c'est un ajustement d'une initiative. Et je dois décider d'autant plus rapidement que l'initiative est écartée par rapport à ma référence d'il y a 2 mois. Je suis parti sur un portefeuille avec 3 objectifs, avec X millions de moyens et avec X ressources humaines, avec X, Y couplage dans mon portefeuille. Aujourd'hui, l'objectif numéro 1 est mort. Par exemple, certains de nos clients sont sur le trafic aérien. Résister à l'augmentation du trafic, c'est un objectif qui n'a plus de sens. Et un objectif numéro 4 est né à la place. L'initiative qui visait à résister tout de suite là, en temporaire à une augmentation du trafic, elle est très écartée par rapport à ma référence, à la référence de mon portefeuille. Plus les initiatives sont écartées par rapport aux références du portefeuille, plus j'ai une urgence à décider. Le cas échéant, en fonction de la réponse aux 2 premières questions, la conclusion, c'est quelles instructions rapides je dois lancer en priorité. Je n'ai pas la capacité à réinstruire tout le portefeuille en 2 semaines, en 1 semaine. Par contre, j'ai la capacité à lancer une instruction sur 1, 2 ou 3 projets ou programmes ou transformations importants ou importantes très rapidement. Et ce qui me permettra, le cas échéant, c'est ce point-là qui va me permettre, le cas échéant, d'arrêter éventuellement des projets et des programmes. Notre recommandation extrêmement forte, c'est de ne jamais arrêter brutalement un projet. L'idée, c'est de faire une instruction pour soit l'adapter, c'est-à-dire diminuer le dispositif, soit éventuellement le booster, soit s'il faut l'arrêter intelligemment sur un état stable pour éviter de perdre trop d'énergie, trop d'argent, avoir des coûts coulés, c'est le terme technique, les plus faibles possibles. Et puis, tout ça est orienté projet-programme. Le dernier, si vous voulez, c'est quelles améliorations lancer en priorité sur nos process de management de portefeuille. La première amélioration naturelle, si vous voulez, c'est la remontée fiable d'informations. Attention, je l'ai dit, je le redis, c'est fondamental de rayonner la bienveillance sur si tu me racontes la vérité, je ne vais pas te couper la tête. Ça peut vous sembler anecdotique, mais une énorme partie de non-remontée de la réalité des informations, c'est la peur de se faire couper la tête. J'emploie un terme un peu brutal, un peu dur, mais c'est la réalité. C'est ce que nous avons constaté. Donc voilà, si vous voulez, les adaptations qu'on vous propose en termes de modalités de décision, en termes de process de décision, en termes de points de focus. Et bien entendu, à partir de là, on fait fonctionner la boucle qu'on vous a montrée tout à l'heure avec Mickaël. Donc, je vais passer la main, si vous voulez bien, à Mickaël pour vous présenter un critère possible qui nous paraît intéressant, qui est issu de SAFE, qui est issu d'ailleurs du Lean. Je passe la main à Mickaël qui va vous le présenter rapidement. Et puis, on se réserve 10 minutes à la fin, ou 20 minutes, même un quart d'heure à la fin, pour de l'interaction, des questions-réponses. Comme ça, on essaie d'apporter les meilleures réponses possibles à vos questions. Mickaël, à toi la main. Oui, une petite question au préalable, encore klaxon, pour voir finalement votre réaction par rapport à ce que vient de vous dire Fadi sur les différents types de réactions qu'on peut avoir par rapport au process de portefeuille. Donc, je reviens aux activités et je lance la dernière question
qui porte sur vos principaux changements en termes de process de gestion de portefeuille au sein de vos organisations. Bon, les réponses ont l'air de se stabiliser. Ah, ça monte un petit peu. Écoutez, je propose qu'on regarde les résultats. Alors, en majorité, vous avez changé la fréquence de vos instances. Donc, j'imagine que depuis le début de la crise, vous vous réunissez de manière très régulière, sans doute en réunion de crise, pour regarder ce que vous allez faire ou pas faire au niveau de votre portefeuille. Un certain nombre de personnes ne se prononcent pas. Et sinon, la revue des informations venant des projets est un élément que vous considérez comme étant assez important. Vous essayez sans doute de sécuriser les infos, voire de les revoir, hein, puisqu'en fait, peut-être que vous regardez des objectifs stratégiques, vous allez peut-être revoir dans vos business case les bénéfices vraiment apportés à l'organisation. Et en dernier, les critères de priorisation. Il y a quand même 14% qui ont revu leurs critères. Écoutez, c'est un sondage intéressant, dont les réponses sont intéressantes. Et je vous propose justement de passer à la suite et de voir une proposition qu'on a sur les critères de priorisation. Donc, je vais reprendre la main sur la 13. Voilà. Alors, bien évidemment, la crise est quand même assez récente, mais si on a l'impression qu'elle est longue, et on n'a aucunement la prétention d'arriver avec un modèle tout fait prêt à l'emploi, et plutôt de vous inviter à une réflexion sur des éléments qu'on a nous-mêmes échangés, sur lesquels on voulait un petit peu partager avec vous les conclusions. Notamment, il y a un critère qui nous semble intéressant sur le papier, peut-être intéressant d'avoir vos réactions par rapport à ça, c'est d'introduire une notion qui existe déjà notamment dans les organisations qui pratiquent beaucoup l'agilité à l'échelle, c'est la notion de coût du délai. Donc, aujourd'hui, vous avez subi en fait un coup de frein à vos activités et vos initiatives, et chaque jour qui passe a un coût a priori très important pour votre organisation. Et donc, à l'avenir, j'imagine que vous allez d'autant plus faire attention à ce qu'il y ait moins possible du coup de ce délai quand ça va redémarrer, et être vigilant en fait à prioriser, ordonnancer les projets afin que ça coûte le moins à terme. C'est pour ça que ça nous a semblé intéressant d'introduire ce critère de coût du délai, puisque ce coût en fait, que le retard génère pour l'initiative peut être caractérisé par 3 types de composants. Ici, c'est une version un petit peu safe. C'est la valeur, c'est la valeur elle-même de l'initiative vis-à-vis du client et de l'utilisateur. C'est tout ce qui va générer finalement des revenus ou éviter des coûts. Donc, tout retard dans l'initiative qui va générer des revenus ou éviter des coûts, évidemment, va avoir un coût au niveau de l'organisation. L'autre élément important, c'est la criticité en fait, de l'échéance du projet ou de l'initiative. C'est-à-dire que si on tarde trop à faire le projet, ça risque évidemment de coûter plus cher. Donc on peut avoir des histoires d'échéances réglementaires, d'avoir des valeurs espérées qui diminuent avec le temps, des problèmes de passage à la concurrence si on tarde trop tôt sur le projet.
Le troisième facteur qui est proposé, c'est dans le modèle SAFE, c'est un facteur de réduction du risque et ou d'activation d'opportunités. C'est-à-dire que si on fait le projet, on peut réduire des risques et donc les coûts pour l'organisation ou éventuellement générer des opportunités business si par exemple le projet porte sur la création de capacités sur un domaine particulier. Donc, c'est trois ou quatre critères importants qui sont proposés par SAFE pour caractériser finalement le coût du délai. Donc, cette notion de coût du délai est d'autant plus intéressante lorsqu'il s'agit de prioriser ou d'ordonnancer les projets entre eux, puisque ce n'est pas la même histoire en fait, de coût pour l'organisation si vous tardez à lancer un projet dont le coût du retard ou du délai est élevé, que si son coût du délai est bas. Ici, dans l'exemple, vous voyez que l'initiative A a un coût du délai élevé, c'est-à-dire que plus vous allez le retarder, plus ça va vous coûter cher au niveau de l'organisation par rapport aux initiatives B et C. Et on voit que sur le schéma que si ce projet-là, on le fait démarrer plutôt au début que après les projets C et B, le coût global en fait, du retard ne sera pas du tout le même au niveau de l'organisation. Donc on va en général privilégier en fait, sur ce type de projet en calculant tout simplement le ratio entre le coût du délai et sa durée restante par la formule coût du délai divisé par durée, alors qu'on appelle dans la réflexion de SAFE weighted shortest job first. On va permettre de privilégier les initiatives qui sont à la fois un coût du délai élevé et un délai restant court. Et donc, au final, c'est un paramètre qui est intéressant parce qu'à la fois, il va vous permettre de voir qu'est-ce qu'il est urgent de faire pour ne pas perdre de la valeur ou pas perdre d'argent, je dirais, par rapport au retard de mise en œuvre de votre projet. Et il est tout à fait adapté puisqu'il est utilisé aussi sur la gestion de portefeuille de SAFE pour prioriser et ordonnancer vos projets dans le temps. Alors, peut-être que votre première réaction est de vous dire que l'idée sur papier est quand même sympa, mais peut-être que vous posez la question de comment on va calculer ce coût du retard. Puisqu'on va revenir à ce que disait Fadi tout à l'heure, c'est la problématique de l'information, qui est une problématique déjà existante, hein, de remonter l'information des projets, et qui est d'autant plus pointue en ce contexte de crise où on a besoin d'une information qui est à la fois rapide et fiable. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein, il ne faut pas se laisser emprisonner par des modèles, hein, et il ne faut pas hésiter non plus à être créatif. Donc, il y a la façon SAFE, hein, qui est une façon, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler des estimations type poker, hein, où on utilise en fait les chiffres de la suite de Fibonacci. On commence à prendre un étalon, c'est-à-dire évaluer la valeur d'un critère par rapport à un projet dont on connaît la valeur, et puis on évalue de manière relative les autres projets sur ces critères-là. La force en fait, de cette méthode, c'est qu'elle est à la fois simple et à la fois collective. Donc la vérité ne se trouve pas dans chacun des individus, mais de manière collective. Et elle est très utilisée en termes d'agilité. Il y a la version simplifiée, qui consiste tout simplement de calculer le coût du délai sur une échelle de Likert, c'est-à-dire une échelle qui peut être le plus souvent entre une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, 1 étant faible et 10 étant critique, le coût du délai est critique pour l'organisation. Là aussi, on est sur une évaluation plutôt qualitative que quantitative, mais qui a le mérite d'être simple. Et là aussi, la force je dirais, de cette méthode, c'est l'intelligence collective. Donc, c'est les personnes qui vont être amenées à voter, qui vont donner finalement une valeur
la plus proche possible de la réalité. Michael, je ferme mon Après, gardien du temps. Je suis oui, désolé. On a encore j'ai une minute fini. avant de passer aux questions-réponses. J'ai fini. Et puis, il y a la façon plus élaborée où on va évaluer monétairement le coût du délai, voilà, qui peut avoir plusieurs composantes, hein, le revenu qu'on ajoute au niveau de l'organisation, les coûts qu'on sauve, les coûts qu'on évite. Enfin, il y a toutes sortes de coûts qu'on peut mettre en fait, derrière le coût du délai. Tout en tenant compte des adhérences des projets. Parce que si les projets en fait, dépendent d'autres projets, évidemment, le coût du délai, on va prendre en compte également le coût du délai du projet dont un projet dépend. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer ça. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce critère peut être représenté de deux manières différentes. Par rapport à ce que disait Fadi, où on ne souhaite pas changer le modèle existant, c'est plutôt rajouter peut-être un quatrième axe, là ici représenté par la couleur, où on dit finalement un projet a un coût du délai élevé, donc il est urgent de le faire et il va être représenté en rouge. A contrario, un projet dont le coût du délai va être faible va être représenté en vert, ce qui va nous permettre en fait de faire des choix en surcouche, je dirais, de la façon dont on décide précédemment. Voilà. L'autre façon, c'est éventuellement de compléter ou de rééquilibrer les critères actuels et donc ne pas rajouter un quatrième axe, mais plutôt de revoir les critères dans les axes existants. Voilà une proposition qui me semble intéressante puisqu'elle tient compte à la fois de l'urgence de décider et de l'urgence de retrouver en fait justement de la réserve dont parlait Fadi tout à l'heure au niveau des ressources de l'entreprise de manière priorisée. Voilà pour la partie du critère qu'on voulait vous proposer. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est peut-être un jeu de questions-réponses. Donc, je vais arrêter de partager. Donc, il y a une petite icône, question-réponse. Peut-être que vous proposer de poser vos questions et on va tâcher avec Fadi de répondre collectivement aux questions. Donc, en attendant les questions-réponses, juste un petit rappel des différents éléments. Donc, ce que la crise va changer, c'est la forte incertitude et une adaptation des objectifs et un changement des cibles, ce qui implique à très court terme de sécuriser, de donner de la marge, et puis progressivement, derrière, le point le plus important, c'est d'itérer extrêmement rapidement pour permettre aux décideurs, à l'échelon politique, d'adapter les actions de transformation en fonction de ces changements d'objectifs et du contexte. Et ce qu'on vous a proposé par rapport à ça, c'est une démarche qui s'appuie sur 4 piliers. Le premier, c'est comme l'a montré Michael à la fin, vous avez bien vu que sur une représentation du portefeuille qui était une représentation à 3 dimensions, l'opportunité d'un côté, la faisabilité de l'autre, et puis la taille de la bulle représentant le coût. Alors après, il y a d'autres dimensions qui peuvent montrer. Là, Michael a rajouté le coût du délai en surimpression sur cette représentation-là. Le deuxième pilier, c'est de poser la question de décision sur le portefeuille de façon beaucoup plus fréquente. C'est quelque chose que manifestement une partie d'entre vous a déjà commencé à mettre en œuvre. La recommandation dans un monde idéal, c'est la semaine ou les 2 semaines, voire, mais dans tous les cas, en dessous d'un mois, pour permettre un ajustement qui a un sens. Après, attention, il faut que le délai permette l'instruction, parce que si l'échelon stratégique ou l'échelon politique mouline à vide, ce n'est pas nécessairement très malin non plus. Ce qui veut dire qu'en temps de crise, il faut renforcer le PMO portefeuille, il faut renforcer l'équipe qui fait l'instruction au niveau du portefeuille et les équipes qui font l'instruction au niveau des transformations en tant que telles. Et puis les deux autres aspects, les deux autres piliers, c'est l'amélioration de la jonction stratégie portefeuille et portefeuille système de gestion, notamment dans la remontée. Enfin, je pense très honnêtement qu'une bonne partie d'entre vous a déjà dans la partie portefeuille le critère d'alignement stratégique. Si vous ne l'avez pas, il est relativement simple à mettre en place. N'hésitez pas à nous en parler, à nous poser la question, on vous donnera des exemples sur comment le mettre en place.
Et un point qui est défaillant ou qui est manquant chez beaucoup de nos clients, nos observations terrain, c'est la remontée dans le portefeuille le plus vite possible des éléments liés aux bénéfices ou à l'atteinte de l'objectif. Là où d'habitude on peut lancer quelque chose et dire c'est dans l'émission de Pôle emploi, de l'aviation civile, de la Banque de France, d'Airbus, de X, c'est dans nos missions, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Sur une durée longue, là on a besoin de remonter au portefeuille les premiers signes d'alerte de ça prend ou ça ne prend pas. Nos usagers disent oui, ça a un sens, ça m'est utile ou ça ne m'est pas utile. Nos clients achètent ou n'achètent pas. Et l'amélioration le quatrième pilier, c'est l'amélioration de la gestion de portefeuille avec un minima, avant d'entrer sur des concepts plus lourds de type maîtrise, de type jonction, portefeuille projet lourde, l'amélioration, si vous voulez, de la remontée d'informations avec la transparence va avec la bienveillance et la logique de OK, ça s'est pas bien passé, on fait une rétrospective, on voit comment on améliore et on avance. Voilà un petit rappel rapide, si vous voulez, des piliers de réponse. Et à partir de là, on a vu avec Mickaël la proposition d'un critère qui n'est pas d'une originalité folle, mais qui nous semble assez à propos, qui est le critère du coût du délai que vous pourrez ajouter dans la gestion de vos portefeuilles. Est-ce que par rapport à ces éléments, vous avez des remarques, des doutes, des questions, est-ce que ça vous a été utile? C'est des choses que vous appliquez peut-être déjà? N'hésitez pas à interagir, soit via converser, soit via question-réponse, en fonction de ce que vous souhaitez injecter. On a normalement encore 10 minutes de temps disponible pour permettre les questions-réponses. C'est peut-être plus simple en ouvrant les micros, non? Peut-être. Je ne sais pas, Pierre, on sait ouvrir les micros ou pas? Là, j'ai pas la fonctionnalité, visiblement. Je ne sais pas pourquoi. Veuillez nous excuser, nous sommes en train d'apprendre à utiliser Zoom, que nous utilisons depuis maintenant un peu moins d'un mois. Effectivement, un des enseignements de cette discussion, c'est que les prochaines ne seront pas sous format webinaire, seront probablement sous format réunion Zoom, qui permettra à tout le monde de voir, d'être vu et surtout de parler à l'oral. C'est quand même plus facile que de taper ces questions. Mais vous pouvez quand même taper des questions en attendant. Bien, mais écoutez, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on termine notre webinaire de ce matin. Deux informations rapides avant de vous remercier et de vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Première information rapide, c'est notez chez vous dans 2 semaines, donc le mardi 28 mai matin, avril, pardon, excusez-moi, je projette déjà sur mai. Je suis encore sous l'influence du discours du président. Donc, le 28 avril prochain à 10h30, nous aurons un webinaire sur un thème qui sera choisi d'ici là en accord avec nos partenaires de recherche. Et cette présentation se fait si vous voulez, cette présentation se fait dans le cadre du programme de recherche Aurore, qui est un programme de recherche dont l'objectif, c'est d'apporter les modèles et les outils aux entreprises françaises pour assurer la maîtrise et la réussite de leur transformation. Stay safe, bon courage à vous, excellente semaine et nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Au revoir.